Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un programme de recherche sur lequel nous travaillons depuis 18 mois avec ma collègue Magali Francôme, qui est ici présente. Alors, nous sommes toutes les deux géographes et nous travaillons depuis quelques années dans le domaine de l'aménagement du territoire et en particulier sur la mise en place des réseaux écologiques en milieu urbain, notamment dans la métropole lilloise. Donc, pour le programme que je vais vous présenter aujourd'hui, déjà, je vais vous mettre en avant que c'est un programme qui accompagne la mise en place d'une trame noire dans la métropole lilloise. Et c'est au cours de ce programme que nous avons été amenés à nous intéresser au concept... Pardon. Ah, c'est pas en plein écran, pardon. Non, c'est ça. Ah, c'est un PDF. Oui, c'est un PDF. Ah oui, mais je peux le mettre en plein écran. Ouais. Effectivement, pardon. Oui. Il y a la possibilité de le mettre en plein écran. Voilà. Oui, c'est mieux. Sauf que j'ai pas le bas. Oui, on va faire ça. Bon, pardon, je ne sais pas revenir. J'ai fait échappe. Ben oui, j'ai fait échappe, mais ça ne veut pas revenir. En français aussi, c'est échappe. C'est bizarre comment mon plein écran est trop grand. Ah, super, merci beaucoup. Donc, au cours de ce programme, nous avons été amenés à nous intéresser au concept d'acceptabilité sociale. Donc, dans le cadre de cette communication, je vais vous présenter l'implication des connaissances générées en abordant tout d'abord le contexte de ce programme, puis notre hypothèse de travail. Puis je présenterai succinctement la démarche mise en place et les premiers résultats. Et en conclusion, nous verrons comment ces premiers résultats peuvent enrichir les démarches des collectivités locales. Alors, le contexte de ce programme. Cette recherche intitulée « Trame noire », bon, on n'a pas été très original dans le titre, intitulée « Trame noire », s'intéresse donc à un projet d'aménagement. Et son objectif est d'identifier les stratégies de mise en place d'une trame noire socialement acceptable et biologiquement efficace. C'est un programme qui affiche un parti pris clair, qui est de mieux prendre en compte la biodiversité dans les aménagements urbains. Il est constitué de deux volets. Un volet écologie, qui vise à mieux connaître l'écologie de deux espèces de chauves-souris présentes en milieu urbain, et un volet social, dit volet acceptabilité, qui vise, lui, à mieux connaître les enjeux de l'acceptabilité sociale d'un projet de modification de l'éclairage public. La trame noire est définie comme étant un corridor écologique sur lequel l'éclairage artificiel nocturne est adapté pour limiter ses impacts sur la nature sans pour autant négliger la sécurité ni le confort des activités humaines. Le programme est financé par une collectivité locale qui est la région Nord-Pas-de-Calais, qui a été renommée récemment Hauts-de-France. Et cette collectivité locale s'est associée à un organisme national chargé de financer la recherche dans le domaine de la biodiversité qui s'appelle la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Le porteur du projet est un bureau d'études qui est expert dans le domaine de l'écologie. Et ce projet s'appuie sur un partenariat entre scientifiques et institutions publiques relativement fort, enfin assez fort. Voilà. D'un côté, nous avons 3 laboratoires, un du Muséum national d'histoire naturelle, un laboratoire du CNRS et un laboratoire de l'Université de Lille. Et de l'autre côté, nous avons donc des institutions comme la ville de Lille, le service espace naturel de la métropole de Lille et la coordination mammalogique du nord de la France. Ce projet donc s'intéresse, le site du projet, c'est une trame noire qui doit être mise en place au cœur de la métropole lilloise. Donc il se situe, je ne sais pas si vous voyez là, voilà. L'île qui se situe tout à fait au nord de la France. Là, c'est la frontière avec la Belgique. Et ici, c'est la métropole lilloise qui est en gris foncé. Donc, et là, c'est un zoom avec une photo aérienne. Voilà. Donc, l'objectif de ce projet est de créer un corridor qui est ici représenté en bleu, un corridor écologique pour relier deux populations de deux espèces de chauves-souris qui vivent dans deux espaces de nature de la métropole. Donc au nord, vous avez ici le site du parc de la Citadelle qui se trouve dans un milieu urbain dense. Il est au cœur de la ville de Lille.
Et au sud, vous avez ce qu'on appelle le parc de la Deûle, qui est situé dans le sud de la couronne périurbaine de l'agglomération. Et ce corridor, il suit un cours d'eau qui est la Deûle. Des suivis naturalistes ont été faits régulièrement et ils ont repéré donc 2 populations de chauves-souris dans ces 2 milieux. Et puis, avec la mise en place du programme, le volet écologie a mis en évidence une forte probabilité, c'est les 2 cartes qui sont à côté, donc il a mis en évidence une forte probabilité de présence des 2 espèces de chauves-souris le long du cours d'eau de la Deûle. Donc, dans son plan de réaménagement de l'éclairage public, la ville de Lille a alors décidé de se donner comme objectif de modifier l'éclairage public des points les plus lumineux qui sont situés le long de la Deûle. Voilà le contexte, le site. Alors, dans le programme, la question de l'acceptabilité sociale est à l'origine du projet. D'abord parce que c'est une volonté du financeur, la région Nord-Pas-de-Calais, qui encourage la prise en compte des enjeux sociaux dans les projets de préservation de l'environnement. C'était également un souhait des écologues de terrain, des écologues qui sont embauchés par la ville de Lille ou par les espaces naturels de la métropole de Lille. Et c'était aussi une préoccupation du service de l'éclairage public, parce qu'il est en charge de la modification de l'éclairage public sur ce site. Donc, ces 3 partenaires, enfin, ces 3 acteurs craignent un rejet des modifications de l'éclairage public par les riverains du projet. Et schématiquement, lorsqu'on a fait des réunions avec eux, on voit qu'il y a 3 types d'approches qui émergent. Une approche que l'on pourrait dire plutôt une approche pédagogique. Certains mettent en avant l'idée qu'il est nécessaire de sensibiliser les riverains à la préservation de la biodiversité. D'autres ont une approche que l'on pourrait plutôt qualifier d'utilitaire. Pour eux, il est important de communiquer sur l'utilité des chauves-souris. Et puis une dernière approche que l'on pourrait qualifier de paternaliste. Certains acteurs disent qu'il est préférable de ne pas communiquer à propos de la trame noire pour éviter d'inquiéter les riverains. Et en fait, ils disent que si la modification de l'éclairage public est faite en douceur, petit à petit, les riverains ne s'aperçoivent de rien. Donc on voit qu'en fait, il y a un besoin de clarifier les conditions de mise en place de ce projet et qu'il y a aussi besoin de partager l'embarras entre ces protagonistes, donc, de faire émerger une réalité partagée, de peut-être mettre en évidence, reconnaître qu'il y a une situation un petit peu délicate, dérangeante. Là, je prends comme référence une publication de Barbier-Nadei de 2015, et aussi peut-être de prévenir certains risques d'importer des présupposés problématiques. Donc, l'hypothèse initiale de ce projet est que la trame noire est un projet que l'on pourrait dire plutôt difficilement acceptable. C'est cette hypothèse qu'on essaie de vérifier. Et donc, le concept d'acceptabilité sociale est mobilisé dès l'amont du projet pour permettre de prendre en compte, je dirais entre guillemets, le risque d'inacceptabilité du projet. C'est-à-dire que, en fait, tous ces acteurs, ils se disent, voilà, on veut mettre en place ce projet, mais on ne veut pas se retrouver confronté à des riverains qui seront mécontents. Ce projet, il a été aussi formulé, enfin l'hypothèse du projet, elle a été aussi formulée suite à un retour d'expérience qui a mis en évidence qu'en France, il y a plus de 6000 communes qui ont déjà mis en place des modifications de l'éclairage public, mais que la grande majorité de ces communes s'appuient plutôt sur l'idée de plan lumière, qui a une image plutôt positive, ou utilisent surtout l'argument des économies d'énergie. Et très peu de villes utilisent le concept de trame noire. Donc là, on a mis 2 exemples de villes qui ont communiqué sur la trame noire. Et en fait, dans les 2 cas, il y a eu des réticences qui ont été exprimées par des habitants, notamment des pétitions qui ont été signées. Il y a des collectifs qui ont commencé à se créer pour s'opposer à ces modifications de l'éclairage public. Alors que dans les autres cas où on ne parlait pas de trame noire, les projets ont été plus facilement acceptés. Alors voilà, je vais vous présenter ensuite la question de l'acceptabilité, comment nous avons essayé de l'aborder. Alors d'abord,
comme la question de l'acceptabilité sociale était posée à l'amont du projet, nous appuyons sur les définitions qui présentent l'acceptabilité comme étant la capacité qu'a une innovation de s'intégrer fonctionnellement dans une structure sociale existante, comme étant aussi un processus d'évaluation politique d'un projet sociotechnique, une construction progressive d'arrangements et de règles institutionnelles reconnues légitimes. D'où l'importance d'analyser les mécanismes présidents à l'ancrage d'un projet. Nous avons donc trouvé intéressant d'essayer de replacer notre projet dans un cadre théorique plus large, en prenant notamment la grille proposée par Yann Fortin et Yann Fournis et Marie-Josée Fortin. Pardon. Et en fait, le niveau macroéconomique du projet Trame Noire s'inscrit dans une politique environnementale, celle de la région Nord-Pas-de-Calais, qui a mis à l'agenda, dès les années 90, les corridors écologiques et aussi les mesures en faveur de l'éco-citoyenneté. D'autre part, la région Nord-Pas-de-Calais a très tôt établi un partenariat avec l'Agence pour la recherche sur la biodiversité pour développer des recherches sur le territoire de la région Nord-Pas-de-Calais qui concernent des recherches qui doivent s'intéresser à la question de la biodiversité. Alors, il faut aussi voir, pour ceux qui ne connaissent pas la région, que la région Nord-Pas-de-Calais, c'est une région qui a été très modifiée par l'urbanisation, par les activités industrielles, par l'extraction de charbon. Donc, c'est une région dans laquelle il y avait, il y a tout un travail à faire sur la question de l'environnement. En ce qui concerne le niveau mésopolitique, l'acceptabilité sociale en France, elle est faiblement institutionnalisée. Mais en revanche, on constate qu'il y a une diffusion du concept d'acceptabilité sociale dans le domaine de l'aménagement du territoire. Et notre projet Trame Noire, lui, s'inscrit très clairement dans le niveau microsocial. Il a l'ambition de participer à la fabrication du sens à l'égard du projet d'aménagement d'une trame noire. Alors, pour la démarche, pour le volet acceptabilité, nous sommes donné deux objectifs complémentaires. Tout d'abord, nous nous sommes donné l'objectif de créer un dispositif pour inviter les acteurs du projet d'aménagement à clarifier leur point de vue à propos de l'acceptabilité sociale de la trame noire. Pour cela, nous avons mis en place 3 enquêtes. 3 minutes. Alors, nous avons mis en place 3 enquêtes auprès des riverains et auprès des services d'éclairage public. Les résultats de ces enquêtes seront discutés après au sein de focus group qui seront organisés avec les acteurs du domaine de l'éclairage public et aussi des acteurs de la protection de la biodiversité. Et ils vont devoir... L'objectif, ce sera qu'ils discutent ensemble pour définir un protocole de mise en place de la trame noire. Et ensuite, nous allons analyser l'argumentaire mobilisé par les partenaires pour justement faire ressortir, les aider à clarifier les termes du débat, les attentes des riverains et les positions des acteurs. L'enquête, très rapidement, elle a concerné... Alors, la première enquête, je vais vous la présenter très rapidement, elle a concerné à peu près 500 personnes qui ont été enquêtées, 45 entretiens ont été menés. Pardon, je me suis trompée. Et dans cette enquête, a priori, la trame noire, elle est acceptable. Je ne vais pas détailler les chiffres. Elle est acceptable, seulement nous devons un peu modérer ces résultats parce qu'en fait, la majorité des enquêtés comptent avant tout sur des solutions techniques et une diminution ou une extinction de l'éclairage public sont des solutions qui sont moins plébiscitées par les enquêtés. De plus, lorsque l'on a fait cette enquête, on n'a délibérément pas parlé des questions de sécurité parce qu'on ne voulait pas que ça influence les réponses, mais la question de la sécurité a émergé spontanément. Donc on voit que c'est quand même une question importante qu'on ne peut pas négliger. Donc voici un petit peu en termes d'implication des connaissances générées par le projet. En termes de qualité des délibérations collectives, actuellement les procédures de concertation en France sont limitées à de l'information ou à la libre appréciation des collectivités locales. Donc l'ambition du projet Trame Noire, c'est de faire émerger le débat au sein des collectivités locales, dans les services d'éclairage, dans les services des espaces verts des collectivités, entre les agents, et aussi entre les agents et les associations environnementalistes à propos de la place et de la forme de la concertation. Cette concertation n'est pas obligatoire. Et les deuxièmes implications seront en termes de gestion de projets en urbanisme. Actuellement, un article du Code de l'urbanisme prévoit une concertation pour le projet d'aménagement ayant pour
effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie. Cet article, il a été modifié seulement en 2015. Et donc, la question va être de savoir comment organiser une concertation à propos du projet d'aménagement d'une trame noire. Donc, juste pour conclure, pour vous dire que les focus groups vont être organisés et l'objectif principal de ces focus groups, ça sera donc d'établir un protocole qui favorise l'acceptabilité sociale du projet. Et ça sera l'occasion pour nous, au sein de ces réunions qui vont avoir lieu à partir de septembre 2006, de favoriser l'émergence d'une réalité partagée. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous d'avoir tenu bien le temps. Ceci étant, nous sommes tout de même en retard. En fait, je vous annonce que nous sommes officiellement en pause. Mais j'imagine qu'on peut tout de même travailler un peu pendant la pause ou commencer à échanger. Je pense que les conférenciers le méritent certainement quelques questions. En fait, on a bien vu la question de la participation et l'ingénierie presque de la participation, hein, comment on met en lien différents mécanismes, comment on essaie de faire en sorte qu'ils se répercutent les uns sur les autres, se nourrissent mutuellement. Donc, des questions, des commentaires. S'il vous plaît. Merci, Pierre. Oui, bien, bonjour à tous, merci beaucoup pour vos présentations. J'avais un questionnement, peut-être en lien avec l'expérience de Saint-Jean et plus largement, je me demandais, une fois que justement on a rompu cette logique un petit peu vase clos des citoyens, qu'il y a justement cette demande très forte de participation publique, d'implication citoyenne, une fois qu'ils ont le sentiment peut-être que justement les portes ne sont plus closes mais ouvertes, est-ce que finalement les citoyens vont peut-être prendre un petit peu de recul? Est-ce qu'ils voulaient vraiment participer pour participer? C'est l'austérité, on ne pourra pas remplacer. Ah? Non, c'est ça. Mais c'est un questionnement que j'ai, mais c'est quand il y a une demande de participation comme ça, est-ce que c'est pour forcer les décideurs à changer? Mais si on voit qu'il y a un changement d'attitude, une plus grande ouverture, qui sentent les citoyens se sont peut-être rapprochés aussi des préoccupations citoyennes, est-ce qu'il va ensuite y avoir un effacement? Parce que je ne suis pas sûr qu'en tant que citoyen, on en veuille toujours plus là, de la participation. On a aussi une vie à mener à côté. Donc, en tout cas, c'est peut-être un questionnement plus large, mais c'est ça, de votre point de vue. Je ne sais pas comment vous voyez les choses évoluer à moyen terme. C'est dans un instant, c'est dans la même lignée? Louis Simard, Université d'Ottawa. C'est exactement dans la même la même idée. Vous avez parlé de la formalisation de mécanismes plus permanents. Je me dis, d'où vient ce besoin? Est-ce que c'est de la part des élus? Est-ce que c'est de la part des citoyens? Est-ce que c'est de la part des fonctionnaires qui souhaitent avoir des outils plus formalisés? Donc, je pense que c'est dans la suite. Je vous dirais, la question est très bonne. Nous, on a vu clairement une progression au niveau de l'implication citoyenne ou la demande de participation au courant des dernières années. Est-ce que les gens vont se lasser? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'à partir du moment qu'on va s'adresser à eux pour des sujets qui les concernent vraiment, puis que les projets ou en tout cas les sujets qui sont amenés concernent leur milieu de vie puis un impact. On parle de la trame noire, je trouve l'exemple est excellent aussi. C'est une réalité qu'on vit beaucoup aussi chez nous, de venir dire c'est quoi le gain écologique par rapport à l'impact réel pour les gens de garder un boisé. Puis même la question va se poser, nous, parce que beaucoup de ces boisés-là, on veut les aménager, on veut les rendre accessibles à la population, mais on va avoir des demandes pour asphalter des sentiers, pour éclairer ces sentiers-là. À un moment donné, on est dans des milieux naturels, donc c'est pas ce qui est souhaité. Donc, pour la question du cadre aussi, je pense que c'est davantage un engagement qu'on veut déclarer comme organisation municipale, de venir dire on s'engage à faire un minimum de consultation sur différents sujets, différents objets. De toute façon, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a déjà aussi des cadres prédéfinis qu'il faut consulter sur des projets de règlement, des trucs comme ça, des outils de planification également. Donc, je vous dirais que c'est juste pour donner la petite coche de plus, pour être capable de dire aux gens, oui, on ne vous oublie pas, puis oui, de manière officielle, dès qu'on aura quelque chose qui risque de vous concerner, on va vous consulter. C'est plus dans ce sens-là, plus un engagement politique aussi.
Moi, j'avais une question sur la préservation du patrimoine. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les arrondissements sont relativement fluides, dans le fond, à Montréal. Les gens se déplacent d'une zone à l'autre. Puis j'ai vu le comité d'urbanisme, lui, est peut-être plus permanent. Puis on voit, moi en tout cas, je l'ai vu beaucoup dans les quartiers en gentrification, dans le fond, dans les cercles de Montréal un peu plus éloignés, où on a la vision de la préservation historique versus la modernité qui est en conflit. Et on a un peu cette impression-là que la consultation citoyenne arrive peut-être trop tard après. Donc j'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit beaucoup à Montréal, dans le fond, ce conflit-là. Oui, tout à fait. Mais il y a une part de légitimité aussi qui peut être questionnable par rapport au comité consultatif d'urbanisme. C'est un comité, donc pour les gens qui ne connaissent pas la constitution de ces comités-là, c'est des gens qui sont nommés, en fait, par le conseil. Donc, c'est des représentants citoyens qui sont sur le comité consultatif. Donc, il y a une forme de représentativité, si l'on veut. Par contre, ce sont des gens nommés. Donc, il peut y avoir une voix partisane ou... c'est caché, là, en fait, là, mais ce n'est pas comme ça directement. Donc, moi, j'ai mes propres questionnements par rapport à, en fait, les limites que ces comités-là peuvent, en fait, devant lesquelles ils font face. On peut aussi se questionner sur en fait, le Conseil du patrimoine de Montréal aussi, qui est composé de gens principalement nommés. Mais effectivement, dans chacun des arrondissements, il y a des réalités qui sont très différentes. Et puis, on a des préoccupations qui sont différentes. Il faut aussi comprendre que les comités consultatifs d'urbanisme ont un pouvoir de recommandation. Donc, par la suite, ce sera le conseil d'arrondissement qui décidera d'adopter ou non la recommandation. Il y a uniquement le conseil de démolition, en fait, qui a un pouvoir décisionnel, si on veut, par rapport à la démolition. Je réponds à votre question? Oui? Oui, toujours dans la thématique là, du patrimoine religieux. Un petit peu plus proche, oui, je vais me baisser un peu. Alors, peut-être sur la question du paradoxe, là, du fait que, dans le fond, on a des communautés qui souhaitent préserver des bâtiments qui sont devenus inoccupés parce qu'ils ne les fréquentent plus, dans un premier temps. Et deuxièmement, le fait qu'on retrouve en même temps beaucoup de problématiques là, de lieux de culte d'autres confessions qui s'installent dans des sous-sols de bâtiments industriels ou dans des endroits où ils sont pas nécessairement, où c'est pas nécessairement prévu au niveau du plan d'urbanisme. Donc, il me semble qu'il y a un petit côté un peu paradoxal dans le fait, effectivement, et ça apparaît rarement dans les débats sur la question du patrimoine religieux, mais le fait qu'effectivement, les communautés qui souhaitent préserver les immeubles sont un peu responsables du fait qu'ils sont abandonnés. Oui, effectivement, mais le contexte montréalais est assez complexe au niveau de l'impressionnant parc immobilier qui est en fait présent sur le territoire. Et on voit cette mobilisation qui est peut-être plus grande dans des milieux ruraux où il y a une seule église. Et donc, les gens se mobilisent autour de cette église-là pour différentes raisons associées à des souvenirs, etc. Donc, valeurs spirituelles ou valeurs d'histoire, valeurs culturelles. Tandis qu'en contexte urbain, métropolitain, avec des confessions dites minoritaires qui commencent à s'imposer ou à s'afficher dans le tissu urbain, bien là, on arrive avec cette dichotomie entre des gens qui veulent préserver un patrimoine dit culturel et d'autres communautés qui pourraient prendre place. Par contre, il faut quand même relativiser et il faut mettre en contexte aussi qu'il y a un moratoire qui avait été émis par l'archevêque en 2012 sur toute vente et location d'église et qui vient à peine d'être levé. Donc, c'est du cas par cas pour l'instant sur les futurs projets. On verra si Monseigneur Lépine prendra des décisions quant à ça. Mais c'est sûr qu'il y a un rapport très étrange par rapport au fait de ne plus pratiquer et entretenir ces bâtiments et par la suite de vouloir les protéger lorsqu'on arrive à l'état de fatalité, lorsque le bâtiment est considéré excédentaire, fermé et avec le climat québécois actuel, le climat québécois, en fait, les bâtiments, quand ils ne sont pas bien entretenus, il y a un niveau de détérioration accéléré qui se produit à chaque année, en fait. Peut-être juste faire du chemin, si vous me permettez, 2 secondes. Je trouve ça pas mal intéressant, ce qu'il mentionne. Parce que chez nous, on a cette réalité-là également, de plusieurs lieux de culte qui sont en fermeture. Puis
Ce que tu évoques, c'est tout à fait vrai, dans le sens que nous, Saint-Jean, c'est la fusion de 5 municipalités, dont, entre autres, l'Acadie, qui est un milieu beaucoup plus rural, puis plus un noyau villageois, un peu plus traditionnel. Puis eux, ils ont une église exceptionnelle sur leur territoire. Il y a une mobilisation pour protéger ce site de culte-là, ce lieu de culte-là, dans le village de l'Acadie. Par contre, sur le reste du territoire, ça fait 4 églises qui se ferment dans des quartiers, dans le milieu plus urbain, si on veut. Puis la mobilisation est à peu près nulle, honnêtement. Là, on ne sent pas les gens qui veulent protéger nécessairement ces actifs-là sur le territoire. Puis un des problèmes, c'est clairement le clergé qui refuse, là, tu m'apprends peut-être qu'ils ont peut-être levé la clause, là, mais ils refusent de vendre à une autre appartenance religieuse, si on veut. Nous, on a des demandes pour des mosquées, par exemple, sur notre territoire, puis il y a des refus que le lieu de culte puisse passer à une autre religion. Donc, c'est sûr que pour les gens du quartier, ce serait peut-être plus dur à prendre dans certains cas, mais disons que pour nous, comme ville, comme gestionnaire aussi du territoire, on a effectivement des demandes pour des mosquées, par exemple, dans des bâtiments industriels, dans des bâtiments commerciaux, dans des fonds de cours, alors qu'on a des lieux de culte qui dorment et qui sont en démolition actuellement sur le territoire. Donc, le rapport est un petit peu difficile. Puis les villes sont souvent un peu démunies entre le rôle qu'on peut jouer pour être capable de protéger ces lieux-là. Parce qu'à un moment donné, financièrement parlant également, le clergé s'en délaisse totalement, vendre ça pour pas des bouchées de pain, mais pour utiliser l'argent pour améliorer d'autres lieux de culte. Donc, c'est une réalité qui est triste à voir un peu sur notre territoire. Pas juste chez nous, en général. Alors, merci à tous les conférenciers et à vous aussi dans l'auditoire.